qui écrivent dans le chat et aux autres. Je suis Chloé Guillaume, je suis chargée de développement territorial et d'innovation au sein de la DEPAS. Et la DEPAS, c'est la direction d'entrepreneuriat et des partenariats socio-économiques de l'Université de Lorraine. À la DEPAS, j'anime une communauté sur l'autonomie et la qualité de vie. Dans le chat, après mon petit speech, je vais vous passer un lien pour que vous ayez toutes les informations sur la communauté et sur les 4 autres qui sont présentes au sein de la direction. Et vous pouvez vous y inscrire, vous pouvez avoir toutes les informations. Ça vous permet d'être au courant des prochains webinaires, des newsletters, de toutes les informations sur l'université. Pour votre parfaite information aussi, vous avez vu que j'ai commencé à enregistrer. Donc ce petit temps sera mis sur la bibliothèque YouTube de l'université, mais vous recevrez d'ici quelques jours, la semaine prochaine, un compte-rendu de cet événement avec le lien. Donc si vous voulez le partager, vous êtes évidemment les bienvenus. Et pour une petite information, alors nous, on faisait des brunchs, donc des événements en présentiel, et de l'année dernière, on est passé, comme tout le monde, au webinaire, et on a trouvé ça très important, voilà, de mettre en avant les connaissances, les savoirs des autres, et de pouvoir échanger. Donc on teste un format court aujourd'hui pour la première fois sur 30 minutes, parce que Lisa nous a proposé ça, et on a envie de voir ce que c'est. Et à la fin, il y aura un moment de questions, où vous pourrez vous poser vos questions et Lisa se chargera d'y répondre. Alors, je vous invite à les poser dans le chat, c'est moi qui gère et je les poserai à la fin à Lisa. Et en dernière petite chose, avant de laisser la parole à Lisa, je rappelle que nous sommes en pleine semaine de la qualité de vie au travail et que puisque c'est un sujet d'actualité, on est très heureux très heureuse de vous proposer ce petit temps d'échange. Et Lisa, je te laisse la parole. À toi l'honneur. Merci Chloé. Donc oui, bonjour à tous. Merci d'être venus. Merci à la DEPAS de m'avoir permis de présenter ce webinaire et à Chloé de l'avoir organisé avec moi. Donc effectivement, c'est la semaine de la QVT, donc un sujet brûlant en ce moment. Comment on va retourner au travail après la crise? Et on va voir dans un mode vraiment flash. Vous allez voir, c'est très rapide. Mais le but, c'est d'échanger voilà, de manière rapide sur ces sujets-là. Comment on peut co-construire les modes d'organisation de demain? Je vais me présenter. Donc, je m'appelle Lisa Janson, je suis docteur en ergonomie cognitive et d'ailleurs, j'ai fait mes études à l'Université de Lorraine. Donc, c'est pour ça aussi que je suis particulièrement contente de présenter ce webinaire dans ce cadre-là. Et donc, je m'intéresse à l'impact des contraintes mentales sur la performance et la santé des salariés. Je m'intéresse, comme tout ergonome, à l'adaptation de l'organisation des tâches, des espaces, des postes et des outils à l'activité, avec quand même un focus sur le fonctionnement du cerveau, donc comment on peut adapter tous ces éléments au fonctionnement du cerveau. Et je m'intéresse en particulier à l'optimisation du temps, aux espaces de travail et aux modes d'interaction avec les technologies pour améliorer la performance et la santé au travail et la qualité de vie au travail, évidemment. Donc, je suis là pour mon cabinet Coganalyse. Coganalyse, très rapidement, propose des diagnostics de performance et de risques psychosociaux. Encore une fois, pour améliorer, pour préconiser des améliorations pour les postes de travail en termes de santé et de performance. Je propose aussi des ateliers de co-construction pour accompagner les équipes, les collaborateurs et les managers dans la co-construction des règles pour travailler ensemble, dans la co-construction, par exemple, on va le voir un peu plus tard, des règles d'interaction. Et puis, je propose aussi des formations, des ateliers de sensibilisation, donc des ateliers d'une demi-journée. Les formations, c'est 2-3 jours. Et puis, des conférences pour informer vraiment le plus grand nombre possible sur ces problématiques-là, qui sont des problématiques qui ne sont pas forcément faciles à traiter et à aborder. Donc, pour commencer, je vais vous demander votre participation, parce que c'est un atelier flash participatif. Je vais vous demander de vous connecter sur le lien qui va vous amener à VoxVote. Alors, soit en flashouillant le code ici, soit en cliquant directement sur le lien que Chloé va mettre dans le chat. Et puis, vous n'aurez qu'à entrer le code 265644 et on va pouvoir faire un petit quiz ensemble. Donc, en attendant, j'en profite pour aller me mettre sur le quiz.
Et dès que vous êtes prêts, vous faites un petit signe sur le chat et Chloé me dit, et puis on démarre. Donc la première question, tu me dis Est-ce que c'est bon pour... c'est bon pour tout le monde? Je vous dis ça parce qu'il y a 30 secondes pour répondre, hein. Donc, je vais commencer à vous lire la question. Donc, l'idée, c'est durant le confinement, alors vous devez répondre à une ou plusieurs des réponses possibles. Donc, vous avez travaillé plus d'heures que d'habitude et votre charge mentale a augmenté. Vous avez travaillé autant d'heures que d'habitude, mais votre charge mentale a augmenté. Vous avez travaillé moins d'heures que d'habitude, mais votre charge mentale a augmenté. Ou vous n'avez pas ressenti d'incidence de la situation, ni sur votre temps de travail, ni sur votre charge mentale. Donc, je démarre la question pour que vous puissiez répondre. Donc, encore une fois, hein, vous répondez vous choisissez la réponse qui correspond le plus à ce que vous avez vécu et vous pouvez choisir plusieurs réponses à la fois. Voilà, donc ça commence à arriver, effectivement. Donc, on commence à avoir une idée de votre impact, de l'impact du confinement sur votre travail, sur votre vécu. Alors, j'attends, on a encore quelques secondes. Voilà, les derniers. Voilà, bon, on a 14 votants. Peut-être qu'on en aura plus pour les prochaines. Est-ce que vous voulez que je recommence peut-être? Est-ce que certaines personnes n'ont pas eu le temps de répondre? On va remettre 30 secondes, hein, pour la première. On est bon, hein, c'est le nombre de participants du coup. Ah bah c'est très bien, parfait, bah, super. Donc effectivement, hein, on a l'impression, on a vraiment, bon, ce qui ressort, c'est que la majorité d'entre vous ont travaillé plus d'heures que d'habitude et votre charge mentale a augmenté. Alors, il y a quand même 21% qui n'ont pas l'impression d'avoir augmenté leur temps de travail ni leur charge mentale, donc ce qui est très bien pour eux. Mais globalement, on voit bien qu'on a une impression d'augmentation et de la charge mentale et du temps de travail. Et effectivement, il y a une étude de la Harvard Business School qui a été réalisée en 2020 de l'impact du confinement sur le travail, sur le nombre d'heures travaillées, sur le nombre d'échanges par mail et sur le nombre de réunions par jour. Et on voit bien qu'il y a eu un impact non négligeable et notamment il y a une augmentation du nombre d'heures travaillées par jour, en moyenne 48,5 minutes par jour travaillées en plus sur une cohorte de un peu plus de 3 millions de travailleurs partout dans le monde. Donc, on a vraiment eu l'impression d'avoir travaillé davantage et on a travaillé pour la plupart davantage. Et ce qui augmente aussi, ce qui est l'impression d'avoir une charge mentale augmentée. En dehors du contexte, un peu du contexte sanitaire qui a fait qu'on a un petit peu ce nuage noir qui s'est posé au-dessus de nos têtes, puisqu'on est tous inquiets de contracter la maladie et on se pose beaucoup de questions par rapport à l'avenir et on se demande à quelle sauce on va être mangé le lendemain. Donc effectivement, il y a un impact, hein, sur le ressenti, à la fois sur la charge mentale et sur le nombre d'heures travaillées. On va passer à la deuxième question, hein, je vous demande de participer encore un petit peu. Donc, durant le confinement, alors cette fois-ci, on parle des mails. Donc, vous receviez autant de mails que d'habitude. Vous n'avez pas reçu de mail, d'ailleurs, vous n'en recevez jamais, vous n'avez pas Internet et vous vivez en autarcie totale, dans une grotte. Vous avez reçu plus de mails qu'à la normale. Vous ne savez pas combien de mails vous avez reçus puisque vous avez abandonné l'idée de les lire et vous n'ouvrez même plus votre boîte mail depuis des semaines. Alors, les premiers résultats commencent à arriver. Donc, globalement, vous êtes quand même plus nombreux à avoir reçu plus de mails qu'à la normale. Et effectivement, hein, dans cette même étude, il a été démontré qu'on a reçu plus de mails et donc on en a envoyé forcément plus que d'habitude pendant le confinement. Alors, plusieurs raisons à ça, hein. Déjà, évidemment, le fait qu'on soit en télétravail à 100% fait qu'on a manqué d'informations qui étaient échangées dans des moments informels, hein. Donc, on a voulu rattraper un petit peu ces informations, aller chercher ces informations. Et ça s'est transformé en une augmentation du nombre de mails, si bien que c'est un élément qui était difficile à gérer déjà avant, hein, et a explosé et a vraiment fait augmenter la charge de travail en tant que telle. On verra un peu comment on peut pallier à ça. Donc, troisième question, pardon. Donc, cette fois-ci pour la qualité de vie au travail. Alors, vous pensez qu'il faut... Alors, pour améliorer la qualité de vie au travail, il faut éviter à tout prix le télétravail. Il faut faire du yoga tous les matins avec vos collègues. Il faut adapter les espaces de travail et les modes d'interaction à l'activité. Où il faut une chaise confortable, un bureau à la bonne hauteur et un bon salaire. Je vous laisse répondre.
Alors là, on a un petit bug dans le système parce que, ah voilà, parce que ça c'était noté 100% alors qu'on n'avait pas tout, très bien. Donc, vous êtes une grande majorité à penser qu'il faut adapter les espaces de travail et les modes d'interaction à l'activité. Et c'est vrai, hein, on ne le dira jamais assez. Faire du yoga, c'est bien. Je n'irai jamais contre cette idée, hein. Ça permet effectivement de faire de la cohésion en plus au sein des équipes et ça permet de travailler sur le mieux-être individuel. La chaise confortable et la bonne hauteur et le bon salaire, ça participe aussi, hein, au bien-être. Mais pour faire vraiment, pour améliorer la qualité de vie au travail de manière durable et pérenne, il faut avant tout adapter les espaces de travail et les modes d'interaction à l'activité. C'est une des missions qu'on a en tant qu'ergonome et c'est vraiment essentiel pour avoir des actions vraiment concrètes et durables surtout sur le travail. Donc on va voir très rapidement comment on peut faire pour adapter cette fameuse, enfin adapter les. Alors on peut pas aborder tous les sujets, mais aborder dans un premier temps les modes d'interaction, les modes de communication à l'activité et on va voir comment on peut co-construire les modes de communication de demain. Pour ceux qui étaient là à mon dernier webinaire, j'ai travaillé sur l'adaptation des espaces de travail et des modes d'organisation. Là, on va travailler sur les modes, on va voir les modes de communication. La première étape, c'est de lister les caractéristiques des informations à échanger et ses besoins. En fait, c'est d'analyser l'activité. C'est ce qu'on fait nous en ergonomie. Donc, c'est de savoir de quoi est fait son travail. C'est la toute première étape. Ensuite, on va lister les inconvénients et les atouts des modes de communication qu'on a à disposition, hein, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas communiquer les mêmes types d'informations en fonction des contraintes et des besoins qu'on peut avoir. Et donc, on va pouvoir utiliser les multicanaux qui existent, hein, et qui se sont démultipliés même pendant le confinement pour communiquer le plus efficacement possible. Et puis, troisième étape, et non des moindres, hein, qui est de co-construire les règles d'interaction. C'est important que ce soit co-construit au sein des équipes parce qu'à partir du moment où notre travail n'est pas fait en silo, qu'on ne travaille pas dans une grotte, justement, hein, ou dans un placard, on interagit sans cesse avec les autres. Donc, la façon dont on va travailler va impacter aussi la façon dont les autres vont travailler. Donc, comment on peut identifier les caractéristiques des informations échangées? On peut se poser par quelques questions, hein, et encore une fois, c'est une co-construction, donc on peut se poser ces questions-là au sein d'une équipe. On peut se demander déjà, est-ce que ces informations, ou est-ce que l'information que j'ai à transmettre implique une ou plusieurs personnes? Est-ce que j'ai besoin d'une réponse ou non, hein? Est-ce que c'est une information qui implique, par exemple, une prise de décision ou un débat? Ou est-ce que c'est simplement une information unilatérale? Si oui, est-ce que j'ai besoin de cette réponse de manière urgente ou non? Et enfin, cette information est-elle essentielle pour l'activité, pour le projet, pour le travail ou non? Hein, parce qu'on voit bien qu'on interagit beaucoup et on partage des informations qui sont parfois pas forcément essentielles. Donc il faut vraiment adapter le mode de communication, le mode d'interaction par rapport au côté utile, indispensable et par rapport à ces caractéristiques-là. Donc, si jamais on se concentre sur l'axe synchrone-asynchrone, donc je dois partager l'information en direct ou pas, et sur l'axe indispensable, peu essentiel. Donc, l'information est indispensable ou pas. On peut s'apercevoir que, par exemple, l'utilisation des réseaux sociaux permet à la fois de partager des informations qui sont asynchrones, donc qui n'ont pas besoin d'une interaction directe, qui ne nécessitent pas une interaction directe, et peu essentielles, parce que c'est un petit peu perdu dans la masse. Si on veut cibler davantage des personnes et si l'information concerne une personne seulement, on peut aussi utiliser le chat, on peut utiliser le téléphone portable et le SMS en particulier. En revanche, le mail, pour ce qui est du mail ou des autres applications comme Slack ou Trello, hein, le gros avantage de ces applications, de ces modes d'interaction, c'est qu'ils sont asynchrones, hein, donc on n'a pas d'interaction directe qui est nécessaire, mais par contre, on peut vraiment les réserver pour les informations qui sont indispensables. Parce que si les informations qui ne sont pas indispensables, si on les fait passer via le mail, on va engorger les boîtes mail de tout le monde, ce qui a un peu été le cas pendant le confinement. Et en revanche, si on a besoin d'informations, enfin d'interactions directes et qu'on veut échanger des informations qui sont indispensables, essentielles, dans ce cas-là, on peut appeler les personnes ou faire des conférences en ligne, des réunions en ligne ou des réunions en direct, qui est encore mieux, qui permet davantage de fluidité. Donc, on voit bien qu'on peut adapter les modes d'interaction
en fonction de nos besoins et en fonction du besoin des équipes. Et ça, c'est une co-construction qui se fait vraiment au sein des équipes. Et c'est en partie ce que je propose au sein des ateliers de co-construction. C'est de voir comment on peut adapter le fonctionnement de l'équipe et en particulier comment on peut désengorger ces fameuses boîtes mail qui nous posent problème et qui font qu'on a l'impression vraiment que notre charge de travail et notre charge mentale augmentent à cause de ces éléments-là. Donc voilà, c'était une intervention flash, donc très rapide. On a à peu près 12-13 minutes pour des questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le but, c'est aussi d'interagir. Donc vous pouvez poser des questions via le chat, il me semble. C'est ça, exactement. On a eu 2 remarques aussi de Bernard Schaffner, qui est du coup président Grand Est de l'ARSEG, qui nous dit que les échanges se font, quand ils se font par écran, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai. Alors, les échanges dans le sens réunion à distance, c'est ça? Eh bien, oui, j'ai l'impression. Et il nous dit aussi que l'organisation doit s'adapter régulièrement et pour discuter avec lui aussi régulièrement. Je sais que c'est un point qui compte beaucoup pour l'ARSEG aussi. C'est ça, c'est qu'en fait, une fois qu'on a co-construit les règles d'interaction ou les règles pour travailler ensemble, c'est important de revoir régulièrement ces règles et de s'adapter vraiment au contexte, à la situation. Typiquement, c'est pour ça qu'on a eu du mal à s'adapter à la période du confinement, parce que ça nous est arrivé vraiment brutalement dessus, et on n'a pas eu le temps ni les moyens de s'adapter. C'est ça qui a été très compliqué à vivre pour beaucoup de personnes. Et Bernard demande aussi comment échanger lorsque les salariés travaillent à distance, sur site, en chômage. 3 petits points. Oui, alors effectivement, dans ces cas-là, il faut vraiment déjà travailler sur la régularité des échanges. C'est important d'avoir des échanges réguliers avec les équipes, d'instaurer des rituels, parce qu'en plus, le fonctionnement du cerveau, on fonctionne tous comme ça, on a besoin de régularité, même si on nous demande davantage de flexibilité et davantage de travail, notamment multisite ou transverse, on a quand même besoin d'une certaine régularité. Donc, c'est important d'instaurer des rituels. Et ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'on a besoin d'échanges à la fois qui soient formels, donc qui parlent des avancements du projet, qui parlent des objectifs, de l'atteinte de ces objectifs, etc. Mais on a aussi de besoin d'échanges informels, qui parlent du travail, de la façon dont on travaille. Et c'est beaucoup ce qui a manqué pendant le confinement. C'est-à-dire qu'en fait, les fameuses petites informations qui étaient échangées autour de la machine à café, on ne les avait plus. Et ces informations-là auxquelles on accédait vraiment de manière fluide, de manière presque facile, presque naturelle, on n'y accédait plus par la suite, on n'avait plus accès à ces informations par la suite. Donc on était obligé de faire l'effort d'aller chercher ces informations. Et donc ça impliquait effectivement des réunions, ça impliquait un temps de travail plus important et ça impliquait une gestion des mails plus importante. Donc c'est vraiment de la régularité et remettre de l'informel, expliciter l'informel. Oui, il nous signale aussi que le directeur de l'environnement du travail s'adapte particulièrement. Merci Bernard pour toutes ces participations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Lisa, je sais que tu travailles aussi beaucoup sur la charge mentale, du coup. Est-ce que tu veux nous en dire peut-être un petit mot pour... Oui, c'est vrai. Alors, cette charge mentale-là, c'est vrai qu'on a eu un gros boom de la charge mentale et notamment ça s'est ressenti dans la façon dont on a commencé à parler vraiment beaucoup de charge mentale dans tous les domaines. Et c'est vrai que dans ce qui relève de la charge mentale, c'est important de faire le point sur ce dont on parle, quoi. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que la première étape, quand on veut travailler sur la charge mentale, et même quand on va travailler d'une manière générale sur la charge de travail, parce qu'on a vraiment, on a vraiment tendance à confondre vraiment les deux, c'est déjà de se dire, de se mettre d'accord sur l'élément sur lequel on parle, quoi. C'est-à-dire que la charge mentale, elle comporte à la fois une dimension qui est subjective, qui est liée au vécu de la situation, donc qui comporte plein d'éléments, qui est lié à plein d'éléments différents. Et la charge de travail, elle est plutôt liée à la tâche, à la façon dont on prescrit la tâche et au niveau d'expertise de la personne. Donc, il ne faut vraiment pas confondre le discours lié à la charge mentale et celui lié à la charge de travail. Et je pense que ce qui est important dans un premier temps quand on veut travailler sur la charge de travail, c'est déjà d'essayer d'objectiver le travail. C'est-à-dire vraiment de se demander, d'analyser l'activité, de se demander de quoi le travail est fait. Et c'est vrai que ça passe par effectivement les informations qu'on échange, mais pas seulement. Là, c'est un exemple parmi d'autres.
Ça passe aussi par les modes, la construction et l'utilisation des espaces, hein, comme disait Bernard. À quel moment est-ce qu'on privilégie le travail sur site, le travail au sein des entreprises ou au sein des collectivités ou des organismes, et à quel moment est-ce qu'on privilégie le travail à distance? Pour quel type de tâches? Donc vraiment, on essaye encore une fois de circonscrire l'activité, d'analyser l'activité pour pouvoir ensuite l'adapter au sein des équipes. Et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus, faut pas non plus se leurrer, hein, quand on est dans des périodes de transformation comme ça. Il y a un niveau de charge mentale qui est plus important parce que le vécu est plus difficile que d'habitude. On n'a pas en plus les sas de décompression qu'on peut avoir habituellement quand on voit nos proches, quand on fait du sport, quand on a des activités annexes, quand il n'y a pas ces situations de couvre-feu ou de limitation d'espace dans lesquels on peut évoluer. Donc, on perd beaucoup de ces sas-là. Et c'est important d'en prendre conscience et d'adapter aussi les exigences en termes de performance et de qualité, et avant tout, ses propres exigences, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est très brûlant en ce moment, et d'ailleurs, avec lequel j'aborde beaucoup ce sujet-là avec les entreprises avec qui je travaille. On a une remarque aussi d'Aurélie Marant qui dit la DRH de la région Grand Est a conçu des guides du travail à distance, du retour au bureau pour accompagner les managers, accompagner les équipes, outil bien nécessaire pour une grosse organisation multisite après un an de télétravail quasi à 100%. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, et ça va être notamment compliqué de gérer ce fameux travail transverse et ce travail en multisite, puisqu'on se retrouve, par exemple, même quand on est sur site, on se retrouve à travailler sur site mais à distance. Donc ça pose un certain nombre de problèmes au niveau des contraintes qu'on peut à la fois s'imposer à soi et imposer aux autres, hein. Parce que quand on a une réunion à distance dans un espace partagé, on sait tous que ça peut avoir des conséquences, ça peut très vite impacter les autres. Donc il y a tout ce travail à faire là, et la réorganisation des équipes. C'est vrai que la crise, finalement, ça doit nous fournir l'opportunité de retravailler sur ces modes d'organisation-là et vraiment d'inclure les équipes dans la conception des modes d'organisation de demain. On a Isabelle Arnoux qui nous dit la difficulté pour les managers aujourd'hui, c'est de faire revenir les agents sur site et surtout de ne pas brusquer les agents. Mmh. C'est vrai, on s'est rendu compte que le temps et l'énergie avaient énormément de valeur. On le savait déjà avant, mais on s'en est particulièrement rendu compte pendant le confinement. On s'est rendu compte, on va s'en rendre compte même davantage pendant ces prochains mois, que le temps qu'on passe dans le trajet maison-travail a de la valeur. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment de passer le message que quand on vient sur site, on ne vient plus pour un bureau, on ne vient plus pour un mobilier, on ne vient plus pour un espace de travail, mais on vient davantage pour des interactions, pour une situation de travail, pour une expérience de travail. On vient pour interagir avec les autres, on vient pour retrouver du contact qui nous a cruellement manqué pendant le confinement, on vient pour prendre des décisions, pour participer à des échanges qui soient fluides et qui n'aient pas à se faire en ligne, et on garde des temps à la maison, si on en a l'occasion, pour travailler plus calmement, pour être dans un environnement où on peut fermer les modes de communication, on peut se concentrer sur une tâche à la fois, et surtout, on ne confond pas télétravail et travail sur site, hein. Le travail sur site, c'est vraiment pour les échanges. Le télétravail, c'est vraiment pour le travail, pour la concentration et la production. Ça, c'est vraiment important d'accompagner les équipes vers ce mode d'organisation. Et pour revenir sur ce que tu disais précédemment, Aurélie demande si tu peux expliquer le syndrome de la cabane. Le syndrome de la cabane, je ne connais pas le syndrome de la Ah, cabane. si Aurélie veut peut-être nous en dire un peu plus en commentaire pour après. Du coup, il y a Thierry qui pose une question que tu connais, qui te parle de l'étude que tu as évoquée tout à l'heure, qui explore la question de la confiance, c'est-à-dire celle du manager par rapport à ses équipes en situation de travail à distance, qui ne va pas obligatoirement de soi, mais aussi entre les membres d'une même équipe projet, par exemple, qui ne va pas davantage de soi. Mmh. Alors ça, oui, c'est vrai que le passage, on est passé vraiment d'un paradigme basé plutôt sur le contrôle, même si on glissait avant la crise vers la confiance, on essayait de rendre autonomes les équipes le plus possible, mais globalement, on était quand même plutôt basé sur le contrôle, à un paradigme basé, enfin, à un management basé sur la confiance. Et c'est vrai que ça va pas du tout de soi, parce que le contrôle est rassurant. Le contrôle permet d'avoir un filet de sécurité. Le contrôle permet pour la personne qui est contrôlée, entre guillemets, elle a le droit à l'erreur parce que son erreur peut être rattrapée. Et évidemment, pour le manager, ça fournit aussi une sécurité, puisqu'elle a la possibilité de rattraper les erreurs et de guider, d'accompagner ses collaborateurs.
Et c'est vrai que là, brutalement, on est passé du contrôle à la confiance. Et c'est quelque chose qui s'apprend et qui se travaille au sein des équipes. Et c'est même quelque chose qui se travaille individuellement. Parce qu'il y a un type de confiance qui vraiment détermine la façon dont on ressent le travail, dont on ressent le niveau de charge mentale. C'est aussi la confiance qu'on peut s'accorder en soi et en son travail et en ses prises de décision. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir balancé les salariés du haut d'une falaise sans filet de sécurité, donc en leur disant, voilà, on vous fait confiance, allez-y, travaillez à distance, parce qu'on n'avait pas le choix, encore une fois, hein, parce que la situation, la crise sanitaire obligeait ce mouvement-là, et ben, ça a été extrêmement difficile à vivre pour beaucoup de salariés. Il y a eu vraiment une impression de vide et une impression de, voilà, je suis plus en sécurité. Est-ce que je vais faire les bonnes choses? Est-ce que je vais inviter les bonnes personnes aux réunions? Et ce qui a aussi été une des causes du nombre de réunions qui a augmenté par jour à distance et aussi du nombre d'échanges par mail, parce qu'on cherchait aussi beaucoup à se rassurer par rapport à énormément de prises de décision. Et alors, du coup, pour revenir sur le syndrome de la cabane, c'est une expression utilisée par certains médias en mai 2020 pour désigner la peur sociale ou l'angoisse de sortir de chez soi, en particulier après une période de confinement. Oui, d'accord, ok. Alors, je ne connaissais pas, mais c'est bien, Voilà. j'apprends des choses tous les jours et c'est tant mieux. Alors oui, effectivement. Alors moi, je travaille pas. Je suis ergonome de formation, hein, donc j'aborde pas vraiment le pan psychologique, hein, parce que là, on est vraiment en train de parler de la psychologie et d'un trouble qui est très particulier. Donc malheureusement, je ne peux pas en dire davantage concernant ce trouble-là. Ce que je sais, c'est que du point de vue du fonctionnement du cerveau, c'est un fait établi qu'on a besoin de contact. C'est un fait établi que le fait d'être en contact avec les autres nous rassure beaucoup. On trouve énormément de ressources dans le contact. Et c'est vrai que peut-être que à ce moment-là, en étant privé de contact, ou en tout cas en étant très restreint dans nos contacts, on peut développer un certain nombre de troubles, et notamment ce fameux syndrome de la cabane, j'imagine, hein. Donc, moi, je ne peux pas me prononcer sur l'aspect psychologique, mais ce que je peux dire du point de vue du fonctionnement du cerveau, c'est ça. C'est que le contact est une ressource, le collectif est une ressource. Donc, étant privé du collectif, évidemment, on a moins de ressources pour faire face à ce type de ressenti, ce type de trouble. On a Romane qui fait une remarque aussi. Romane, elle est étudiante en master d'ergonomie à Clermont-Ferrand. Master d'ergonomie et de l'activité. Et elle demande l'intervention que je mène à ce jour auprès des salariés du tertiaire en proie à des risques psychosociaux élevés suite à une réorganisation de leur travail et leur exacerbation à cause du confinement, télétravail. Je serais intéressée d'échanger avec vous autour de la charge mentale et de vous lire si vous écrivez des articles. Alors, je pense que si ça te va, je mettrai ton adresse mail dans le chat. Même mon profil LinkedIn, Bien vous sûr. pouvez me contacter via LinkedIn, que j'utilise beaucoup, ou par mail, ou même par téléphone, il n'y a aucun souci. Et oui, je serais ravie d'échanger avec vous, Romane. Super. Et Bernard nous demande aussi est-ce qu'un jour on sera libre de pouvoir choisir son lieu de travail? Ah, c'est le rêve des ergonomes, hein, parce que nous, le but, c'est vraiment d'adapter le fonctionnement, d'adapter les espaces à l'homme, hein, replacer l'homme au centre du travail. Et c'est vrai que la meilleure façon, c'est de prendre les décisions soi-même, parce qu'on sait que l'homme arrive à s'ajuster, quand il en a les moyens, il arrive à trouver les modes de régulation qui lui permettent de travailler le mieux possible et dans de meilleures conditions. Donc c'est vrai que là, le fait de se donner le pouvoir à soi de choisir, hein, sans cet aspect culpabilisation, sans ce sentiment que oui, mais si je choisis, je risque d'embêter un tel, ou j'ai le droit de choisir, mais pas vraiment parce qu'on attend de moi que je choisisse ça. Si on arrive à se libérer de tout ça et à réellement réinstaurer des prises de décision et s'adapter vraiment soit au travail, alors là, tout le monde sera heureux au travail et nous, on sera très contents en tant qu'ergonome. Alors j'ai mis ton profil LinkedIn dans le chat pour ceux qui veulent et Anne-Sophie me pose une question en me demandant est-ce que le télétravail n'a pas fait évoluer les pratiques, choix de télétravailler ou non?
Exactement. En fait, ce qui est, alors il y a 2 façons de considérer la crise, hein, et le télétravail, le déploiement massif du télétravail. C'est soit on considère que le télétravail a juste, répondu à une urgence sanitaire, à une urgence et la crise étant passée, ben, on retourne, au mode normal, hein, ce qui va se passer pour pas mal d'organisations, hein. Faut pas se le cacher. Soit on considère qu'effectivement, la crise a été un accélérateur, a été un révélateur, d'un certain nombre de demandes, d'un certain nombre de besoins aussi. Et à ce moment-là, on fait évoluer nos modes d'organisation grâce au déploiement massif du télétravail. Et je pense qu'il y a beaucoup d'organisations aussi qui étaient déjà en marche, qui avaient déjà mis en place ce mode d'organisation, qui vont se diriger vers cette solution, qui vont choisir cette voie-là. Et c'est vrai que le télétravail, il existe depuis 2002, hein. Il a été progressivement mis en place au sein des entreprises de manière, avec beaucoup de prudence, hein, depuis 2002. Mais on espère que effectivement, cette crise aura aidé à déployer et mieux déployer surtout ce mode d'organisation. Ouais. Eh ben, merci Lisa, on n'a plus de questions. Ouais. Alors je redis bien ta disponibilité à tout le monde, de ne pas hésiter à te contacter. Je mets aussi mon adresse mail parce qu'évidemment je suis disponible aussi si besoin. Et merci à tous pour votre participation. Je Si, demande de décrire, juste, excuse-moi de te bien couper. sûr, j'allais te dire si tu as un dernier mot. Je voulais juste décrire rapidement cet atelier. C'est pour, voilà, dans un but d'amélioration. Donc, n'hésitez pas à décrire cet atelier en quelques lignes dans le chat. Et puis, on reprendra vos commentaires et ça servira soit à faire de la promotion si vous trouvez ça bien, soit à améliorer l'atelier, la formation, le webinaire s'il y a des choses à améliorer. Super. Et merci de votre présence. Merci, vous aurez de nos nouvelles très prochainement. Passez tous une très bonne journée sous le soleil. Très bonne journée à tous. Merci encore et à bientôt. Au revoir.